L'impensable s'est produit. La grande tour est tombée. Guerriers et dieux sont morts dans ces batailles. Des milliards et des milliards de vies ont été perdus. Seuls quelques dieux et un guerrier ont survécu. Et Kong crie, disant qu'il a encore la force de se battre. Hercule dit qu'il est impossible de vaincre les dieux extérieurs. Chariot Bravo arrive seul de sa dernière bataille, le seul à avoir réussi. L'unique humain parmi les dieux, très abattu, dit qu'il n'y a pas moyen. On ne peut pas vaincre les dieux extérieurs. Et il choque tout le monde en disant que les autres dieux partis avec lui sont tous morts. Il est le seul survivant. À ce moment, le dieu Chronos apparaît, disant qu'il reste encore un espoir. Il dit qu'il va brûler son essence pour offrir une dernière chance. Et, en utilisant l'avis de Chronos, Odin et Mimir, Chariot active le dernier espoir de la tour. Avec cela, il remonte dans le temps, car nous avons maintenant une dernière chance. Notre héros s'appellera Charlie, et c'est lui qui a gravi la tour le plus vite. Et en plus, il était humain. Voilà comment ça s'est passé. Et ainsi, il a créé sa propre légende. Après être revenu, Charlie se regarde et se rend compte qu'il y a quelque chose de différent. Il se sent tout léger, très léger, et remarque aussi que tous ses pouvoirs et sa magie ont disparu. Il pensait que la magie de Chronos le ferait revenir au temple avec tout son pouvoir, mais Chronos a remonté le temps. Charlie réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de tout recommencer. Et ainsi, notre héros sait que d'abord, il doit se situer dans le temps et l'espace pour savoir quand il est revenu. Et là, il reçoit un coup en plein visage qui le sonne presque. Le héros ne s'y attendait pas, mais il ne tombe pas, il reste debout et Sakana lui dit « Alors, ça t'a plu? » Et à fois qu'ici, Charlie, en regardant ce type blond devant lui, se demande qui est ce gars. Il ne se souvient pas de lui. En observant de plus près, Charlie remarque que les gens portent une veste universitaire. Et c'est alors qu'il se souvient qu'il était aussi à l'université quand tout a commencé. Et le blondinet lui dit de faire attention car il est distrait alors qu'il y a quelqu'un en face de lui qui essaie encore de le frapper. Cependant, sa chance a tourné car le héros ne se laissera pas toucher si facilement et esquive avec facilité. Le blondinet n'arrive pas à comprendre comment il a esquivé si vite et Charlie commence à lui parler, lui demandant s'il fait jour ou nuit. Le blondinet ne comprend pas pourquoi Charlie demande ça et Charlie ferme le poing en disant « Tiens, Charlie, quel jour sommes-nous? Si tu réponds vite, je ne te frapperai pas cette fois puisque ton coup était si faible. » Le blondinet lui demande s'il est fou, s'il s'est cogné la tête parce qu'au milieu d'une bagarre, il commence à dire n'importe quoi, et ainsi, le blondinet s'avance pour donner un autre coup, mais il est touché par une contre-attaque très puissante, et Charlie, notre héros, se met en position de combat. Cependant, Charlie a l'esprit ailleurs. Il réalise que son téléphone est dans sa poche, et se dit, bien sûr, ça va commencer. Ça sera aujourd'hui. J'ai 9 heures avant le début du tutoriel. Nous sommes le 31 décembre 2019 à 20 heures dans le quartier de Hongdae, qui est un quartier extrêmement peuplé, et le blondinet, qui s'appelle Kim, Ningon, mais nous allons l'appeler le petit blond ou le gamin, est très énervé. Il a pris une raclée et il y a du monde partout et il n'arrive pas à retrouver ses amis. Mais tout à coup, ses amis le retrouvent et disent « Hé idiot, viens par ici, rejoins-nous. Pourquoi as-tu mis autant de temps ?» Et il se rappelle pourquoi. Le petit blond est devenu fou, car Charlie a commencé à parler dans une langue qu'il ne comprenait pas et a dit plein de choses, mais il n'a rien compris de ce qu'il a dit. Et le petit blond promet de se venger, il dit qu'il va frapper Charlie si fort qu'il ne pourra même pas ramper. Et ainsi, le petit blond commence à raconter un tas de mensonges, affirmant qu'il a beaucoup frappé Charlie, et qu'il est sûrement à l'hôpital maintenant, et l'un de ses amis, qui aime aussi l'intimidation, lui dit de se calmer, car Charlie risque de se suicider avec tout ça, et le petit blond dit qu'il s'en fiche complètement, même si cet idiot se tue, personne ne le remarquera, et il continue toute la nuit à boire et à s'amuser, jusqu'à ce qu'ils soient tous ivres. Tout à coup, quelqu'un regarde l'horloge, il est 10 minutes à minuit. Ils reviennent et réalisent qu'il y a beaucoup de gens ici aussi, et au loin se trouve le groupe du petit blond célébrant la nouvelle année, et bientôt 2020 arrivera et ils décident de une troisième tournée, et Tupetinho Oligno leur dit de le faire maintenant, car il commence à être sobre, et en regardant son portable, il réalise qu'il est presque minuit, et soudain, son ami voit quelqu'un arriver, et alors, regarde là, c'est pas Charlie, celui que tu as dit que tu avais tabassé, jusqu'à ce qu'il soit tout abîmé. Et Charlie se dirige vers la foule avec une grosse valise, et un des amis de Tupetinho Oligno dit que Charlie a l'air totalement en forme pour quelqu'un qui vient de se faire démolir, et il demande aux autres où il va avec cette grosse valise. Et c'est là que le masque du mensonge commence à tomber, car tous vont bientôt découvrir que Tupetinho Oligno n'a frappé personne. Au contraire, c'est lui qui s'est fait battre, et il est très furieux, rien que d'y penser. Alors, il décide de prendre les choses en main, et retirant son masque, il fonce vers Charlie, en pensant qu'il va vraiment le tuer de coups. Et il appelle ses amis pour qu'ils le rejoignent, et qu'ils soient 4 à le frapper. Mais Charlie ne réagit même pas. Il continue à marcher. Tupetinho Oligno l'interpelle par son nom, et lui demande d'attendre. Et là, Charlie se retourne pour voir s'il va bien. Charlie regarde droit dans les yeux de Oligno, et dit « Et alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de con? » Et tout le monde autour voit qu'une bagarre est sur le point de commencer. Cependant, Charlie ne s'en soucie pas, et commence à enlever sa montre bracelet, et il informe les 4 devant lui qu'il est presque minuit. Alors, il devrait profiter de ces 3 dernières minutes, parce qu'après, ils devront rentrer chez eux. Après ça va être l'enfer. Et ainsi, il jette sa montre par terre. Pendant ce temps, Petit Noirin s'approche de lui, voulant se battre, le traite de fils de fruits, et lui dit d'arrêter de dire des conneries, parce que jusqu'à maintenant, il raconte n'importe quoi, et Charlie s'en fiche. Quand il ouvre la valise, l'âme de Noirin quitte presque son corps, parce qu'il n'imaginait pas qu'il y avait ça dans la valise. Les amis de Noirin disent que Charlie est devenu fou, parce qu'il y avait un sac à dos et plein de couteaux, machettes, haches dans cette valise. Et les amis de Petit Noirin ont tous peur, et
lui disent de s'excuser auprès de Charlie maintenant. Tous les amis de Petit Noirin s'excusent à sa place et disent qu'il avait tort de frapper Charlie. Alors, il va mourir. Après qu'il se soit tenu debout avec sa hache, tout le monde lui dit de ne pas faire ça, car c'était juste une blague stupide. Et Petit Noirin est très désolé et Charlie écoute tout ce qu'ils disent, parce que la seule chose à laquelle il pense, c'est que cet endroit est très peuplé. Il y a beaucoup de monde ici et ainsi il se prépare pour ce qui va arriver et il donne un coup de pied dans la valise avec toutes les armes en direction de ce groupe. Et il commence à compter les secondes, car il sait que cela va commencer maintenant. Et sur la montre, il reste 1 seconde avant de commencer. Et cette seconde semble une éternité. Cependant, à minuit pile, le 1er janvier 2020, tout le monde commence à ressentir une forte pression dans la tête et un bourdonnement aigu dans les oreilles. Et la ville entière est recouverte d'éclairs et marquages roses. Et Charlie, avec un petit sourire sur le visage, dit au petit blond que leurs 3 minutes sont écoulées. Puis il commence à parler. Alors, prépare-toi pour l'enfer. Et le petit blond est toujours sans idée de ce dont il parle de cette manière. Et le message du système apparaît. 20 131, population totale 12 014 personnes. Le système informe que le tutoriel va commencer maintenant et le premier tutoriel est sur la survie qu'ils auront à suivre. Il faut survivre aux zombies Ce premier mordants. tutoriel durera 30 minutes. Donc, après 30 minutes, tous les zombies disparaîtront et des milliers de zombies apparaîtront de nulle part au milieu de tous. Les gens autour sont horrifiés, se demandant s'il s'agit de vrais zombies. Charles observe et voit qu'il y a vraiment beaucoup de zombies à cet endroit, et il sait qu'il y a autant de zombies seulement à cause du réglage de la difficulté du tutoriel, qui est que plus la population de ce secteur est grande, plus la difficulté est élevée. La difficulté. Le déséquilibre de ce tutoriel a fait apparaître des zombies proportionnellement au nombre de personnes présentes. Lui, sans même regarder, ouvre sa fenêtre d'état car il a déjà fait cela auparavant. Et il sait aussi que les gens ne peuvent pas se déplacer librement car la ville a été divisée en plusieurs secteurs. Après cela, il sort de son inventaire un vieux couteau et il sait que bientôt, tout cet endroit deviendra une mer de sang. Le système informe que tous les joueurs peuvent dire leurs attributs. En parlant, des fenêtres apparaissent. Charlie pense que le système donne des choses à tout le monde, mais il est difficile d'appeler ces choses des armes. Et un pauvre type reçoit un marteau pour lutter contre les zombies. Cependant, Charlie, avec l'entraînement de Batman, jette le couteau inutile que le système lui a donné. Il sait aussi que le thème du premier tutoriel est la survie. Autrefois, il était juste content de survivre. Mais maintenant, il sait que survivre ne suffit pas. Ainsi, il sort un flacon de son sac et l'ouvre avec habileté pour l'utiliser. Ensuite, il verse le contenu de ce flacon sur un couteau très tranchant qu'il avait apporté. En regardant son couteau extrêmement affûté et couvert de ce qu'il y a versé, il considère qu'il est maintenant prêt pour le massacre. Il se lance alors à grande vitesse sur le zombie n'ayant même pas eu le temps de cligner des yeux. Et la lame est passée, décapitant le zombie d'un seul coup. Ainsi, le système informe qu'il est le premier à tuer un zombie dans cette zone et il est récompensé. En tuant le zombie, il gagne beaucoup de points d'expérience et monte de niveau immédiatement. En montant de niveau, il se sent très bien car il remarque que son corps devient de plus en plus léger. Et Plota ne s'arrête pas dans son massacre. Il commence à découper tous les zombies devant lui et son niveau ne cesse d'augmenter. Et il ne laisse aucun corps indemne. Tous sont hautement mortels, des têtes volant dans tous les sens. Des personnes de loin, observant Charlie massacrer tous les zombies, se demandent si les zombies sont faibles. Alors, ils prennent courage, car cela semble possible. Ainsi, ils se lancent pour massacrer tous les zombies. Le figurant, très enthousiaste, saute sur le zombie et lui assène un coup puissant et précis sur la tête. Cependant, toute sa force n'a servi à rien, car le zombie a une peau très épaisse. Et il est parti. Salut, le proto-Belzéban. Akilo pense que frapper normalement n'est pas suffisant pour trancher ce zombie, car sa peau est très épaisse. Charlito, elle explique que les zombies sont lents et faibles, mais très résistants, et là-dessus, ils ne se comprenaient pas. Un zombie seul est faible, mais un groupe est extrêmement dangereux. Et Plota sait que certaines personnes survivront, puis mourront un jour. Enfin, ils vont escalader la tour, mais ce ne sera pas la fin, et à ce moment-là, Charles essaie de décapiter un autre zombie. Mais cette fois, c'était inefficace. Il est donc très déçu et donne un petit coup de pied gentil au zombie qui vole très loin. Charles réalise que l'effet est terminé, et il entre ouvre la salle à nouveau car il sait que les zombies ne sont pas faciles à tuer, mais il y a un point faible. Il lance une fiole semblable à la précédente en l'air et la coupe en deux avec son couteau en l'imbibant encore de ce matériau et il se rappelle la première fois qu'il a fait le tutoriel de lorsqu'il a rencontré une personne qui n'avait aucun talent, était faible mais très chanceuse car les zombies étaient faibles face à ce qu'il faisait. Dans la part, cet homme dit qu'il travaillait dans une fabrique de sel, donc il avait du sel avec lui. C'est pourquoi ils sont faibles face au sel. Il suffit donc de tremper le couteau dans le sel ou de jeter du sel sur les zombies et ils mourront automatiquement. Bon, abonnés. Les zombies ont-ils de l'hypertension? Écris-le dans les commentaires. À cause de l'hypertension, c'est pourquoi ils sont faibles au sel. Ensuite, Charlie réalise un exploit impossible. Il a vaincu les zombies. En moins de 10 minutes. Plota reçoit 3 points d'attributs non distribués, c'est-à-dire 3 points d'attributs supplémentaires.
les attribuer. Le système nous explique aussi la même chose. Plota reste au milieu du carnage, très surpris, car il ne savait pas qu'il pourrait obtenir des points non distribués déjà dans le tutoriel. Il hésite à les utiliser ou non, mais il sait ce qu'il attend, alors il décide de les garder, car il n'a pas besoin de ces points uniquement pour tuer des zombies. Il reste juste 10 minutes pour terminer la première phase du tutoriel. Enfin. Alors, Plota doit trouver une zone descente, là où se trouvent la plupart des zombies. Il regarde de l'autre côté et entend plusieurs grognements de zombies. Des centaines de zombies se trouvent à un seul endroit. Il se dirige donc dans cette direction. Et là-bas, il y a Topetino qui se bat courageusement contre un seul zombie. Et le zombie, qui ne ressentait rien, même avec la boue sur son visage, continue d'attaquer Topetino. Il se pose des questions car il a beaucoup de mal à tuer ces zombies. Cependant, quand il a vu le personnage, il les tuait très facilement avec un seul coup. Et il souffre pour ne tuer que Topetino. Pense que le secret du personnage est dans son arme et dit que si lui avait l'arme du personnage, il aurait sûrement tué des dizaines de zombies. Le zombie, qui se battait avec Topetino, commence à se déformer et pousse un cri encore plus aigu. Et Topetino lui donne un gros coup de pied. Les amis de Lorrain le rejoignent et se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plus que d'habitude, car ils sont entourés de zombies et tous semblent avoir la même coupe de cheveux. Quika remarque que même s'ils tuent des zombies, leur nombre ne cesse d'augmenter. Ethnorine demande à ses amis s'ils savent où est Charlie, et ils savent qu'ils peuvent survivre s'ils restent près de Charlie, car il tue tous les zombies avec beaucoup de patience. Ethnorine, en regardant derrière, voit que la horde de zombies se resserre de plus en plus, et il se demande où est Charlie. Le zombie qui t'a distrait, et les zombies étaient déjà sur lui. Il a à peine eu le temps de réagir, et a réussi à frapper le zombie au dernier moment. Cependant, le zombie a la peau renforcée, et finalement, l'arme que l'original utilisait se casse complètement. Maintenant, il sait que ça va mal finir. Il pensant que c'est sa fin, tandis que tous les zombies avancent vers lui. Il se protège. Non, mais que se passe-t-il avec le zombie? Le zombie commence à fondre. Il ouvre Rodrigo et Il répond que tout le monde est en train de fondre, puis un de ses amis dit qu'il y a quelque chose qui tombe du ciel sur eux, c'est pour cela qu'ils fondent. Il regarde en haut et remarque qu'il y a un lapin très fin et blanc qui tombe sur tous les zombies. Pétilorine tend la main et ramasse une de ces substances blanches dans sa main. Il fait ce qu'il doit faire, il la met dans sa bouche et goûte et il découvre que c'est salé. Il se demande si c'est du sel, car ça ressemble à du sel, et on voit le climat. Prota, en haut des immeubles, sautant d'un côté à l'autre, jetant du sel sur tous les zombies en dessous. Puis, le niveau de Prota commence à monter frénétiquement car tous les zombies en dessous meurent automatiquement fondus par le sel. Il se dit que cela valait la peine d'attirer tout ce sel car son niveau monte très vite. Après avoir versé le dernier fragment de sel, il atterrit brusquement sur un autre immeuble. À cet instant précis, le premier tutoriel est terminé et le nombre de survivants est de 4007. Avant, il y avait 12 014 personnes à cet endroit. Maintenant, il ne reste plus que 4007. Beaucoup de gens sont morts et le système commence à distribuer les points selon le nombre d'ennemis tués. Prota reçoit 1427 points incroyables. En plus, il reçoit des points supplémentaires pour ses attributs, un de force et un de vie, 2 de vitalité et un autre point non détruit. Et parce qu'il est le MVP de cet endroit, il reçoit 500 points supplémentaires. Et la récompense ne s'arrête pas. Le système indique qu'il a réussi quelque chose d'impossible et lui donne 1000 points supplémentaires. Prota est heureux. Prota est étonné, car beaucoup de généraux de statut apparaissent devant lui. Et il ne savait pas qu'il était possible de gagner autant de points. Il réfléchit au fait qu'il a reçu plus de 3000 points cette fois-ci. Et il se souvient de la première fois où il a fait le tutoriel. Dans la première phase, il n'avait obtenu que 10 points. Et maintenant, il obtient plus de 300 fois ce qu'il avait obtenu la première fois. Charlie est très content, car pour le premier tutoriel, 3000 points, c'est beaucoup. Le système ne plaisante pas et annonce. Parce que le deuxième tutoriel commence à stun, ne laissant à personne le temps de se reposer. Prota essaie de se souvenir pour se préparer au prochain tutoriel. Quand soudain, une voix parle dans la tête de tout le monde. Bonjour à tous, ça va? Prota est très surpris d'entendre cette voix dans sa tête. Les joueurs aussi sont surpris, comme si ça parlait dans leur tête. Félicitations à eux pour avoir survécu. Cependant, il est très surpris, car dans cette zone, beaucoup de personnes ont survécu. Et il est très embarrassé, car il semble qu'il ait fait un mauvais travail. Et les joueurs demandent qui leur parle. Et certains demandent aux autres s'ils entendent aussi cela. La voix dit qu'il y a une annonce pour eux tous. Il explique qu'il devrait faire cette annonce seulement après le deuxième tutoriel. Et Charlie se rend compte que c'est le lacayo qui parle. Et le lacayo dit qu'une personne parmi eux a monté de niveau très rapidement et a gagné beaucoup de points. Donc, il doit faire cette annonce. Il va expliquer comment les gens peuvent utiliser leurs points. Et les figurants sont désespérés, car ils pensaient qu'ils allaient rentrer chez eux. Ici, il y aura d'autres tutoriels. La voix informe qu'il y a 2 principales façons de dépenser des points. La première est dans la boutique, avec les articles les plus chers. Et l'autre manière est l'échange de points entre les joueurs. Il explique que pour échanger des points entre eux, il suffit de serrer la main de quelqu'un d'autre et de la secouer, ainsi les points passent d'une personne à l'autre. Charlie réfléchit à cela, il en est bien conscient, car on peut devenir un dieu rien qu'avec des points. Il sait aussi que la boutique joue un rôle très important dans ce monde, car désormais, ce sera une bataille pour les points et les niveaux. Donc tout sera beaucoup plus difficile. Après cela, le méchant sous-fifre demande si les gens ont apprécié le repos qu'il leur a donné. Alors, continuons le deuxième tutoriel. Un cercle jaune apparaît. Au milieu de ces zones, le système
nous informe qu'une zone sûre est en train d'être créée au centre de chaque secteur. Ensuite, le système demande aux gens de se rendre dans la zone sûre. Il informe aussi que toutes les 3 heures, chaque personne survivante recevra 100 points. Le système change de couleur et annonce que le deuxième tutoriel commencera maintenant. Et la zone sûre devient bien plus facile. C'est très beau, avec 2 cercles l'un dans l'autre. Beaucoup de personnes qui étaient en dehors de la zone sûre ont marché pour y entrer car il était facile de savoir où se trouvaient ses limites. Elle brillait énormément. Tête de peau, qui met sa main sur l'épaule de son ami, dit « Allez mec, on y va, vas-y, allons dans la zone sûre. » Et le petit blond entre. Il ne cesse de demander quel enfer est-ce, ce qui se passe. Tête de peau, qui regrette l'absence de son ami. Il demande au petit toupet s'il l'a vu. Et le petit toupet répond « Je ne sais pas mec, je pense qu'il est mort. » Alors, le fantastique quatuor est maintenant un trio merveilleux. Le petit toupet blond commence à regarder autour. Tête de peau lui demande ce qu'il regarde. Il dit « Rien, non, je jette juste un coup d'œil autour. » Et le troisième ami dit qu'il ne peut pas voir Charlie. Est-ce qu'il serait mort? Tête de peau dit que Charlie s'était en train de se battre avec une créature en cage. On dirait que c'était son appel. Mais ce petit toupet blond qui regardait autour vient de trouver Charlie. Il court vers lui. Il demande à tout le monde de s'écarter et se précipite près de Charlie. Tête de peau affirme « Je jette juste un regard. » Petit toupet blond, tu vas où? La zone sûre est de ce côté. Mais le petit toupet blond n'en a rien à faire. Il veut parler avec son ancien souffre-douleur. En l'atteignant, il attrape Charlie par l'épaule. Il dit « Hey mec, tu vas dans la mauvaise direction. Retourne par là. La zone sûre est de ce côté. » Pour aller avec Rosilia, il invite Charlie. son ancien. Il l'attrape. Il pourrait y aller seul, mais il sait qu'en restant près de Charlie, il a plus de chances de s'en sortir. Et Charlie, à peine le regardant, dit « Écoute, je sais ce que je fais, d'accord? J'ai un autre endroit où aller. Laisse-moi, je ne suis pas né collé à toi, je ne t'aime même pas, et tout de suite, enlève ta main de mon épaule. » Charlie donne un conseil à Tupetinho et lui dit « Si tu veux survivre, ne compte pas sur les autres pour ça, fais confiance à ta conscience. Maintenant, sois un bon garçon et retourne aussi vite que tes jambes peuvent t'emporter dans la zone sécurisée. » Et seulement maintenant, Charlie le regarde en face et dit « Tu ferais mieux de dégager d'ici, espèce d'inutile. » Tupetinho blond, ce qui le fait sursauter et il dit quoi? Espèce d'enfoiré. Pendant ce temps, Charlie s'éloigne rapidement. Tupetinho blond, rempli de haine, le regarde partir en pensée, puis il retourne dans la zone sécurisée. Mais son troisième ami n'a pas eu autant de chance et se cogne contre le champ de force de Charlie. Il crie de loin « Hey, c'est bloqué. » Oh, Tupetinho blond, c'est bloqué. Je ne peux pas entrer. Tupetinho blond. Il regarde derrière et voit apparaître, au-dessus de la zone sécurisée, sa capacité. Et il note qu'elle est au maximum 2038 sur 2038. Personne d'autre ne peut entrer, sauf si quelqu'un sort. Et il remarque que la capacité de la zone sécurisée est la moitié du nombre de survivants, mais l'automate n'est pas bon en division parce que le nombre de survivants était de 4007 et 4007 divisé par 2 ne fait pas 2038 à ce moment-là. Qui essayait d'entrer dans la zone sécurisée. Est traîné sous terre par une créature qui en est sortie. Et Tupetinho les regarde et dit « Qu'est-ce que c'est que ça? » Plusieurs vers sortent du sol et commencent à dévorer tout le monde. C'était un festival de vers. Ailleurs, non loin de là, il y avait une épée qui s'enfonçait violemment. Et un ver. Nous devons le trouver. Il commence à trancher son premier ver. Il commence à entendre autour de lui et il n'y a que des cris d'aide et des gens qui se demandent ce que c'est. Il réalise que la deuxième vague a déjà commencé. Le système le félicite car il est la première personne de ce secteur à avoir tranché un ver. Alors il obtient 300 points et 2 points supplémentaires distribués aléatoirement. Et progressivement, il commence à allumer la radio car sa force et son habileté augmentent de 1. Et Charlie, à la demande de ce narrateur, commence à enseigner comment détecter les vers. Il dit d'abord que tu dois fermer tes yeux et te concentrer sur tes autres sens pour sentir le ver et cela va mieux. Il montre que tu peux détecter les vibrations dans le sol et les sons qu'ils font pour les localiser facilement. Charlie se concentre et commence à sentir une légère vibration dans le sol. Il sait que quelque chose vient d'en bas. Quand cette vibration s'intensifie, il sait que le ver arrive, il saute haut puis retombe avec toute sa force sur la tête du ver, l'écrasant complètement et ensuite il fait les mouvements de base. Tire son épée, tranche d'un côté, tranche de l'autre. Et le ver est divisé et ainsi nous avons tué un deuxième ver avec succès et encore une fois le système informe Charlie qu'il a monté de niveau et ainsi il gagne en force, agilité et points de capacité personnelle et il est assez content car il a monté de niveau en ayant tué que 2. Donc le farming sera très rentable. Les vers ont cessé d'apparaître. Charlie continue de descendre dans le métro et il pense que si cela continue comme ça, il va accumuler de nombreux points d'attributs. Et soudain, il arrive au premier point, au premier niveau du métro, car il sait que les vers de terre vivent sous terre. Et sous terre, ils ont plusieurs cavernes et construisent leur nid quelque part. Alors il va chercher ce nid, explique Charles, puisque le métro est sous terre. C'est l'endroit parfait pour chasser les vers. En regardant devant, il y a des dizaines de vers mâles qui attendent leur tour. À ce moment-là, le système informe que le prota a découvert une ligne secrète. Donc, allez, on lui donne 100 points de grâce. Charles n'a même pas besoin d'utiliser le nid de sa mère. Il a déjà trouvé le nid des vers. Quelle horreur, il n'y a que des vers mâles, aucune femelle. Charles est très excité et commence à faire tourner son arme en disant « Maintenant que j'ai trouvé leur nid, les chasser va être un jeu d'enfant. Allons détruire ce nid. » Alors Prota, en faisant une pose très stylée, se fixe un objectif. Atteindre Velvim, c'est son premier objectif. Le ver mâle commence à crier, mais c'est un cri de douleur car Prota n'est pas resté immobile. Il a attaqué et tranché tous deux et c'est le festival du jus vert où il passe et le jus vert jaillit de partout. Charles découpe avec beaucoup de maîtrise tous les vers, c'est génial. Lorsque soudain, le Prota sort d'un ver, attire beaucoup l'attention du Prota, remarquant qu'il lui est familier et se dit qu'il a beaucoup de chance car il ne savait pas qu'il était possible d'obtenir cette sphère au deuxième tutoriel. Maintenant, il a une raison bien plus grande pour se réjouir. Il réalise que c'est plus intéressant qu'il n'imaginait, alors les vers deviennent encore plus attirants. Allons tuer et éventrer. Char, tenant cette sphère dans sa main, regarde tous les vers et dit « Désolé, mais maintenant je suis très motivé à vous éventrer. » Pendant ce temps, en haut, les vers mâles mangent tout, les gens dans la zone non sécurisée analysent ça et trouvent ça horrible. Et ainsi, les 3 premières heures passent, tout le monde gagne 100 points et de l'anneau top top saute en haut. Les gens se demandent si 100 points, c'est beaucoup.
car il sait que ce point, c'est l'argent de ce tutoriel. Mais le système est roublard, et il dit « Hey, vous qui êtes dans la zone rouge, elle va être désactivée. » Et ainsi, la zone sécurisée, qui est divisée en couleurs, commence à diminuer de 2038 personnes à 1500, et le système explique que si la capacité maximale est dépassée, les gens seront expulsés de la zone sécurisée aléatoirement. Plusieurs personnes commencent à être rejetées en dehors de la zone sécurisée, et les gens étaient projetés de toutes les manières, et ainsi les vers faisaient la fête, et ce texte ici est sorti de Moumou. Alors le ver en a profité et l'a mangé. Tous ceux qui ont été expulsés essayent de revenir dans la zone sécurisée, et un vaurien qui a été jeté dehors pousse un figurant très loin de lui et dit « Dégage de mon chemin, je ne laisserai pas la poussière me faire tomber. » Alors d'abord, je veux revenir dans les zones sécurisées, et tous désespérément essaient de revenir dans les zones sécurisées. Blondinette courageux est à l'intérieur des zones sécurisées. Il ordonne à tout le monde de se taire, et tout le monde, je ne sais pas pourquoi, se tait et regarde Blondinet, et il dit que désormais ils devront décider qui ils devront tuer pour survivre. Blondinette pense que s'il ne fait rien, il pourrait être jeté dehors aléatoirement. Il dit qu'il doit tuer quelqu'un pour pouvoir survivre. Alors, il regarde un vieux sans défense et dit « C'est lui, c'est ce vieux que je vais tuer », et soulevant le vieux par le col, il dit qu'il va le finir maintenant, et les autres personnes ont peur de Blondinette, se demandant s'il est devenu fou. Et lui, comme le grand lâche qu'il est, pense que ça va être facile de tuer ce vieux, car il n'a presque aucune force. Et ainsi, la hache mange tranquillement, et Prota, je ne suis pas indifférent à toi, Prota tue un autre ver mâle, et ouvre une bouche si grande dedans qu'elle va jusqu'au nombril du ver. Il réalise qu'il est de plus en plus agile, et à chaque ver qu'il tue, il devient bien plus fort qu'avant, et ainsi, trancher et tuer deux vers en même temps, c'est devenu un jeu d'enfant pour lui. Ah, pauvre petit. Un peu plus tard, le système informe qu'il a encore disparu de niveau, il y a plusieurs vers morts par terre, et des pierres rondes à celui qu'il cherche. Le système informe qu'il a augmenté en dextérité, vitalité et perception, mais un en chacun d'eux, et enfin, Char Immortel atteint le niveau 20, et il débloque le ver. Un nouvel attribut, pouvoir arcane, et il pense qu'il a enfin réussi, car en à peu près 3 heures, il a réussi à tuer tellement de vers qu'il est épuisé, mais il a atteint le niveau 20, et ainsi, à chaque niveau qu'il monte, il sent son corps encore plus léger. Il a maintenant 5 points d'attributs non distribués, et il pense que finalement, ce n'était pas si mal. Il doit attendre autant pour distribuer l'attribut, car il va tout mettre en pouvoir arcane. Et après avoir choisi et distribué les points non distribués vont directement dans le pouvoir arcane. Et il ressent une augmentation exponentielle de puissance dans son corps, car il sait que 5 de pouvoir arcane, c'est beaucoup, et il dit que ce pouvoir arcane est l'attribut principal, et fait partie de tous les pouvoirs qu'il gagnera à l'avenir. Donc, c'est l'attribut le plus important qu'il a. Et maintenant, le Protoss a 18 de pouvoir arcane, explique Charlie. Toutes les personnes qu'il a rencontrées, qui se deviennent bénies par la tour, ont commencé avec tout au plus 12 de pouvoir arcane, et lui commence avec 18 points. Lorsqu'il réussit à atteindre son premier objectif, Charlie se dirige vers son prochain objectif, et en marchant dans le couloir du métro, il sent une présence étrange, et en regardant autour de lui, il réalise que quelque chose l'observe, et dit « Hé, pourquoi tu me fixes ? » Je sais que tu es là. Toi, qui étais en train d'observer, reste silencieux. Quelques secondes plus tard, le Cervegiano dit « Comment savais-tu que j'étais là? Je t'ai déjà dit qu'il sait qu'il est un noir voyant. » Alors il dit au C qui est en train d'observer, depuis le trou de sortir de là, que ça doit être très ennuyeux de l'observer de loin dans ce trou. Il dit que c'est vrai, alors je vais sortir. Le C sort de ce trou et dit « De toute façon, merci. C'était vraiment ennuyeux de t'observer dans ce trou. Tu as rendu mon travail vraiment ennuyeux. C'est amusant. J'ai adoré te voir tuer ces bestioles. » Le C, qui est un petit clown, couvert de sang, se présente comme un larbin de l'administrateur. Et le larbin est très surpris, car il est déjà arrivé au niveau 20. Et si c'est surprenant, Charles Mortal dit « Mec, j'ai juste eu un peu de chance. » Et le clown figmeux est étonné et dit « Chance? Ce n'était pas de la chance. » J'ai vu ce que tu as fait. Tu fais peur. Charles est quelqu'un qui n'aime pas marchander. Et en regardant Figmeux, il dit « Hey, c'est toutes les compétences que tu as, il n'y a pas mieux que ça, non ?» Et Figmeux dit que c'est tout ce qu'il peut acheter dans le tutoriel. Et Figmeux commence à utiliser le jeu de dialogue et demande s'il cherche quelque chose de spécifique. Et Charles, futé, ne tombe pas dans le piège et dit « Non, en fait non, je regarde juste. » Charles sait que s'il posait une question, il attirerait seulement une attention inutile sur lui. Il regarde les yeux de singe et dit « Hey, je vais acheter ça, d'accord? Je le veux. » Et Figmeux est surpris et dit « Oh, yeux de singe, ce n'est même pas une bonne compétence. Tu vas vraiment acheter ça. » Charles ne veut pas discuter. Il appuie déjà sur le bouton pour acheter et il acquiert les yeux de singe. Il dit qu'il a acheté ses yeux parce qu'il trouvait le nom très sympa. Et le clown est tombé dans le baratin de Charles. Et Proto a encore beaucoup de points. Il lui reste plus de 1500 points. Il achète une petite épée basique pour plus de 1500 points. Ne restait-il que pour le pouce de Proto. Viens ici. Figmeux, en voyant qu'il a choisi l'épée arcanique, dit qu'il a fait un excellent choix car cette épée est très bonne pour les débutants. Charles s'avance vers le fond du donjon, tandis que le clown dit « Hey, voilà, j'espère que tu vas bien profiter de ton temps. Je m'en vais. Tu n'as pas besoin de ressentir mon absence. J'ai de grandes attentes à la pour prochaine. toi. » Malgré le temps, c'était un objet créé par les dieux Chronos, Mimi et Odin. Et Chronos, la personne principale derrière cet objet, a vu son existence effacée comme une pénalité. Et donc, Charles sait que même un administrateur ne devrait pas être capable de découvrir son retour. Le système nous informe des données sur les yeux de singe. Ils ont l'effet d'augmenter la vision et de renforcer les 5 sens, et leur classement est F pouvant être amélioré. Charles réfléchit, même s'il découvre qu'il est le revenant. Son objectif ne changera pas, il deviendra plus fort pour détruire un dieu externe. En recevant ses yeux, Charles atteint finalement son objectif, obtenir les yeux de ce gars. Mais il sait que pour que ses yeux soient utiles, il devra les améliorer rapidement
rapidement. Et alors, il réalisera quelque chose de grand dans cet endroit. Si mentionner quel endroit, quelle grande chose. Tout près, plusieurs vers se sont rassemblés sur l'esplanade et boivent et discutent avec de la nourriture entre les dents. Et les vers, très mal élevés, laissent tomber des restes de nourriture sur le bateau, juste parce qu'ils ont senti la présence du protagoniste qui s'approche. Charles sait qu'il ne lui reste que 29 minutes, alors il va devoir tout donner. Et il prend l'épée qu'il vient d'acheter et l'imprègne de son pouvoir architecte, car il a besoin d'une maîtrise de celle-ci. Enfin, Charles a trouvé ce qu'il cherchait. Il a tout fouillé. Le docteur a avoué. Au fond, il a trouvé sa proie et nous a montré la chef du deuxième tutoriel, la mère des vers. Tous les vers se tiennent à l'écart en regardant Charles, et lui, pour provoquer, écrase violemment un autre ver. L'autre ver commence à souffrir de douleur, et la maman, en voyant son petit souffrir, devient très heureuse. Elle est tellement furieuse qu'elle avance à une telle vitesse qu'elle écrase tous les vers mâles en chemin. Charles, pour éviter d'être frappé, fait une esquive très rapide vers l'arrière. En regardant cette monstruosité devant lui, il sait qu'elle est juste grande, mais pas intelligente, donc il n'a qu'à faire le minimum pour la tuer. Le ver attaque à nouveau Charles, fait un énorme saut et brise son attaque avec facilité. Charles est dans les airs, au-dessus du ver, prêt à finir ce combat d'un seul coup. Alors, tourbillonnant comme une gazelle dans les airs, Charles assène un coup d'épée puissant sur le ver et réalise qu'il est bien plus résistant qu'il ne l'avait anticipé, donc il va devoir lui donner beaucoup plus de coups. Alors, il parcourt tout le corps du ver. Ma mère assène divers coups au ver et celui-ci commence à ressentir ses attaques très fortes. Il entre en désespoir et commence le festival détox, libérant un jus vert de partout. Et Charles continue à provoquer le ver en lui demandant ce qu'il va faire maintenant, comme si le ver comprenait ce qu'il disait. Que va-t-il faire? Charles, en tant que héros, se retrouve dans une position presque sans issue. Il sait que le ver va se retourner à pleine vitesse pour essayer de le tuer et le ver fait exactement ce qu'il avait prédit. Le héros esquive très facilement et ouvre un immense trou dans le ver. La maman ver hurle de douleur, mais Charles sait que ce n'est pas la fin, qu'elle a encore de la force. Et donc, le héros tranche de nouveau le ver, créant de nombreuses et profondes entailles. Avec tant de jus détox qui sort du ver, Charles sait que la fin est proche. Il saute aussi haut que possible dans les airs, adoptant une position très vulnérable, et le ver qui ne réfléchit pas tombe dans le piège. Il ouvre sa grande bouche pour essayer de l'avaler d'un seul coup, et Charles est très reconnaissant qu'elle ait fait ce qu'il avait imaginé. Et ainsi, il concentre toute sa puissance et, utilisant ses nouveaux yeux, prépare une attaque puissante. Il traverse la tête du ver avec une attaque destructrice. La scène se transporte en haut où notre figurant clone supplie à genoux pour être épargné, en disant que le sortir de la zone de sécurité reviendrait à le tuer. Le petit blondinet s'en moque totalement, lui ordonne de se taire et lui donne une légère tape sur la bouche. Le blondinet dit que tout le monde a appuyé le choix de le désigner, donc il sera jeté dehors. Quelques personnes disent que c'est un mensonge, que la décision a été prise seule, personne n'a été d'accord. Il te donnera un bisou. Le petit blondinet expulse des dizaines de lâches de la zone de sécurité et aucun d'eux n'ose le confronter. Il les menace, disant que s'ils reviennent ici, il les tuera personnellement. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Ainsi, réalisant que le petit blondinet a retiré ces personnes du milieu de la zone de sécurité, mais pas de toute la zone, et après 30 secondes, quand cette zone de sécurité rétrécira, ces personnes seront laissées dehors, et le compte à rebours commence. Je sais déjà. Oh, ça compte exactement comme moi. Hein? Ça s'est arrêté à 3. Je ne comprends rien. Le petit blondinet regarde de chaque côté et voit que le Le compte... compteur s'est arrêté à 3, il y a un problème, ça aurait dû tomber à 0, mais ça s'est Et arrêté tout à le 3. monde, remarquant cela, regarde aussi le compteur et voit qu'il y a un problème, car il a cessé de fonctionner. Et le système indique qu'ils ont passé la deuxième bruit, zone de la sécurité caméra. sans comprendre pourquoi. Le petit blond se demande pourquoi, ce qui s'est passé. Et les autres qui pensaient être hors de la zone de sécurité sont tous soulagés, car ils sont Et sauvés. suivez le tutoriel. Tout le monde a obtenu 600 points. Encore 15 heures pour la fin du deuxième tutoriel, et l'administrateur, Lacaïd, est mort. Charles a réussi à tuer cette chose. Lacaïd pensait que c'était impossible. Charles, très modeste, a dit que c'était possible. Lacaïd demande à Charles s'il veut qu'il le soigne. Et Charles, qui est intelligent, lui dit qu'il peut le soigner, du moment que cela ne compte pas comme une récompense, car cette petite blessure guérira vite grâce à l'augmentation de sa fertilité. Le clown figmeux commence à applaudir et féliciter Charles, car l'être humain ordinaire a réussi à faire quelque chose d'incroyable, tuer le vide lors du deuxième tutoriel, et c'est une grande surprise pour lui. Et Charles dit au clown qu'il est très bruyant. Charles s'aperçoit que cela fait environ 30 minutes depuis qu'il a tué la mère des vers, et il sait que les Lacaïdes sont très surpris, car ils sont sûrs de ne pas avoir imaginé que la mère des vers mourrait lors du deuxième tutoriel. Charles profite du désordre qu'il a causé pour demander sa récompense, et le clown pygmeux demande comment il sait qu'il va recevoir une récompense. Et le clown dit qu'il semble que Charles comprend très bien ce monde. Et Charles dit qu'il comprend, car ce qu'il a fait serait étrange s'il ne savait pas. Alors il sait qu'il y a une récompense. Et le pygmeux continue son interrogatoire. Il dit que la plupart des gens ne savent pas cela. Charles ne veut pas discuter et dit « Ma récompense, où est-elle ?» Et le clown voit que Charles est déterminé. Et dit « D'accord, j'ai compris, je vais te donner ta récompense. » Le clown pygmeux dit qu'il peut choisir entre 3 récompenses. La première récompense est de sauter directement du deuxième tutoriel au 5e, sans participer au 3e ni au 4e. Si Charles choisit cela, il recevra également la récompense du 3e et du 4e tutoriel. Avec ces informations, Charles réalise que le clown est toujours malveillant envers lui, car il pense que le clown croit que le 3e et le 4e tutoriel ne lui servent à rien. Après ça, le clown dit que la deuxième récompense, ce sont des points, et qu'il peut tout convertir en points s'il le souhaite. Le clown pygmée lui demande quelle récompense il va choisir. Charles, en le regardant, dit « Ok, je vais passer à autre chose. » C'est la troisième option, le clown pygmée ensanglanté, est de se connecter directement à l'Olympe. Le pygmée informe que Charles ne le sait peut-être pas, mais ce tutoriel n'est qu'un point de départ vers le monde qui s'ouvre à lui. Le clown explique que dans la tour qu'ils vont affronter, il y a de grandes organisations ainsi qu'innombrables êtres au
au pouvoir divin. Cette troisième option est de le connecter directement à l'Olympe où résident les plus grands êtres de ce monde. Le clown explique à Charles que l'Olympe est l'une des grandes organisations qui gouvernent cette tour et être sponsorisé par l'Olympe est un grand honneur. Charles se dit qu'il n'avait jamais anticipé cela, mais il sait que l'Olympe est très puissant. Charles sait que s'il emprunte le pouvoir de l'Olympe, il gravira la tour très facilement. Alors il choisit la deuxième option. Le clown pygmée comprend et dit « Hein, que veut-il dire? Je veux des points. » Et il opte pour les points. À ce moment-là, Frotta reçoit 10 000 points pour avoir tué la mère des vers. Et le pygmée ensanglanté est très heureux. L'Olympe insiste et dit à Sharka « Oh, comme tu n'as pas encore utilisé tes points, tu peux toujours changer d'avis. Tu peux encore parler à l'Olympe. » Il essaie de convaincre Sharka de chaque façon possible, en disant qu'elle doit prendre une décision sage, qu'elle ne doit pas être si hâtive. Le pygmée dit que Sharka a pris la deuxième décision parce qu'elle ne connaît pas l'Olympe. Sharka, fatigué de tout cela, répond Si tu es ici en tant qu'infiltré, fais ton travail correctement. J'apprécie que tu n'aies pas discuté cette troisième question avec les autres sbires, et très probablement je doute que l'administrateur ait approuvé cette décision. Et le clown pygmée, ensanglanté, commence à trembler et parle. Tu sais, pour l'administrateur, Charlie demande si les autres Spears ont reçu des accords similaires aux siens, et il demande si tous les autres Spears ont été achetés par l'Olivier, ou si peut-être certains des Spears sont avec le Royaume Céleste ou avec le sien, ou peut-être avec le gouvernail d'Atome. Le sbire devient désespéré. Il demande « Papy, toi, qui es-tu, bon sang ?» Charlie ne veut même pas savoir. Il ouvre le panneau du système. Charlie dit « De toute façon, merci beaucoup, hein. Grâce à ta grande bouche, j'ai découvert encore quelque chose à faire ici. » Le sbire, voyant que Charlie a vu le système, demande ce qu'il fait. Et le système offre une opportunité de réunion avec l'administrateur. Si on dépense 1000 points. Alors Charlie paye 1000 points pour essayer de parler avec l'administrateur. Et Charlie dit au sbire qu'il va bientôt savoir ce qu'il va faire. Quelques secondes plus tard, la terre commence à trembler et le sbire se rend compte que quelque chose arrive. Et oui, l'administrateur a approuvé la demande de Charlie et décide de venir pour la réunion. Charlie sait que le tutoriel est un endroit qui doit être séparé de la tour. Et pourtant, l'Olympe essaie d'influencer même dans le tutoriel. Et pourtant, il ne peut pas ignorer cela, car si l'Olympe a fait cela dans le tutoriel, cela interférera aussi dans les plans futurs de Charlie. Et à ce moment-là, un portail dimensionnel commence à s'ouvrir devant Charlie, et du portail commence à sortir un très grand pied. Et une énorme main d'un guerrier. Et la personne dit « Une demande de réunion dans le tutoriel ou misère à point, ha 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 ». Et l'administrateur, en regardant le malfrat, demande « Alors, c'était toi qui m'as appelé ?» et lui-même se présente disant qu'il est Char, un participant du tutoriel. Et le costaud dit « Ah, d'accord, je vois. Alors c'était toi qui as tué plus de 1000 zombies dans le premier tutoriel, hein? J'ai beaucoup entendu parler de toi, Char. On voit que l'administrateur, en plus d'être puissant, est un guerrier très grand. Le système nous informe que c'est l'administrateur du tutoriel et aussi qu'il est l'un des administrateurs des étages inférieurs de la tour. » Et Charles lui montre le doigt accusateur et dit « Et à la place, je pense qu'il y a une interférence de la tour ici. » Et l'administrateur dit « Ici? Comment ça? Regarde le clown pygmée là-bas. » Il commence à entrer en choc. Charles dénonce le clown et dit que l'Olympie a fait contact avec lui à travers les clowns. C'était un mouchard. Oui, c'était un mouchard. Et Charles dit que ce clown derrière a proposé un parrainage olympique comme récompense en essayant de s'expliquer. Il dit « Ce n'est pas ça, administrateur » et commence à s'embrouiller. L'administrateur le regarde avec des yeux noirs. Il donne un coup puissant au sbire qui se transforme en flaque et l'administrateur commence à insulter les salauds de l'Olympique, puisqu'en plus de répandre leur influence dans toute la tour, comment ose-t-il essayer de le faire ici dans le futur? Nous voyons le reste du clown pygmée protégé par la main de l'administrateur. Il secoue sa main pour enlever tout ce ketchup. L'administrateur remercie le protagoniste et dit que grâce à lui, il peut maintenant supprimer les parties colorées du tutoriel. Le charme de ne pas savoir ce qui est dit. Et la deuxième loi du tutoriel qui dit que pendant le tutoriel, toutes les réussites du participant doit être récompensé avec la même reconnaissance. L'administrateur est perplexe, se demandant pourquoi il parle. Charlie explique qu'il a utilisé beaucoup de points pour appeler l'administrateur et grâce à cela, il a pu chasser un macaque corrompu. En regardant l'administrateur, il demande ce qu'il en pense lorsque les subordonnés vérifient des informations. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait des irrégularités ou des points dignes de son attention. Cependant, c'est ce qui semble le plus intéressant chez lui car rien n'attire l'attention. En regardant Charlie, l'administrateur accepte de lui donner une récompense car Charlie n'a pas directement tué le macaque mais indirectement. Et un macaque est semblable à une grenouille. Donc l'administrateur dit qu'il a tué un macaque. Un joueur dans le deuxième tutoriel a réussi à tuer la grenouille. Comme simple participant, il a tué. Et Charlie, face à lui, dit qu'il acceptera cela comme un compliment. L'administrateur costaud s'assoit par terre en riant, trouvant cela très drôle, et lui dit demander à Charlie comment il a accompli un exploit impressionnant. Et il demande à Charlie ce qu'il pense être une récompense digne. Assis par terre, l'administrateur commence à chercher et dit que Charlie a déjà gagné beaucoup de points et n'a pas encore pris le commandement. Il arrive à une conclusion et dit d'accord, je sais quoi faire, tu mérites au moins ça. Il tend sa grande main vers Charlie. Charlie réalise qu'il essaye d'échanger quelque chose avec lui car c'est la méthode d'échange basique. Et Charlie est très mécontent car il pense qu'il va recevoir quelques points pour la mort d'un sbire. Soudain, il se rend compte qu'il avait tort, car l'administrateur lui a donné une compétence, maître de mana, et cette compétence est très puissante. Elle augmente le taux de récupération, d'énergie, de résistance, de sensibilité, et augmente légèrement le mana de la personne. Et en plus, avec cette nouvelle compétence, Charlie obtient 5 points de plus de polyatrano. Maintenant, ça va vite. Cela signifie surprise, car cette récompense est bien plus grande qu'il ne l'attendait. L'administrateur, voyant l'air surpris de Charlie, commence à sourire et dit qu'il pensait que le participant serait content. L'administrateur se lève et prend
congé de Charlie, disant qu'il doit parler à ses autres sbires, et il dit qu'il se sent bien. Et ainsi, il ne reste que du thé, un sachet de ketchup et le verre affamé mort là-bas, et il regarde sa mère et dit « Maître de mana, qu'est-ce que c'est ?» Charlie est euphoriqué, car il pensait qu'il était impossible qu'une compétence de ce niveau apparaisse dans le tutoriel. Et on nous montre que Maître de Mana est une compétence de rang S+, une compétence très puissante. C'est une compétence de l'administrateur qui gouverne le mana. Et pire, elle a de la maîtrise, elle peut croître. Charlie se rend compte que sa maîtrise est encore faible. Cependant, quand elle grandira, son contrôle de mana sera extraordinaire. Et il sait que le pouvoir arcanique contrôlé par le mana sera la chose la plus importante dans cette tour. Et alors, Charlie commence à créer une boule de mana dans sa main. Et il crée une nouvelle technique d'explosion de mana. Et cette boule commence à mal tourner, car il n'a pas encore 40 points de pouvoir arcanique à utiliser. Seulement un parmi 6 points, et alors il est comme ça. Il commence à voir que ça va mal tourner, car la boule commence à se déchaîner. Ça va mal tourner, c'est comme un détonateur. Pipipi. J'ai chanté sans vous préparer, n'est-ce pas? Charlie sait que cela est loin d'être suffisant, car il a besoin de beaucoup plus de pouvoir pour les affronter depuis l'extérieur. Il sait qu'il ne peut se contenter de retrouver et imiter les forces qu'il avait. Cependant, avant de revenir dans le temps, nous savons qu'il a acquis 2 choses qu'il n'avait pas, les yeux de singe et maître de mana. Charlie, regardant l'horloge, voit qu'il lui reste encore 13 heures pour ramasser, et il ne prévoit pas de perdre une seconde. Alors il en veut plus, beaucoup plus. Cependant, les vers mâles accomplissent rapidement la tâche, car ils se jettent sur lui. Charlie, courant contre les vers, pense qu'il a besoin de plus de puissance de destruction, car affronter les externes n'est pas facile. Tous ceux qui ont affronté le ver sont morts, le seul survivant c'était lui, donc il a besoin de beaucoup plus de force, et ainsi, il commence à trahir l'âge des vers. Le temps passe, et il en reste que. Il reste 11 secondes pour terminer le deuxième tutoriel. Les gens qui se trouvaient en sécurité pensaient qu'il pourrait être sauvé par le gouvernement. Et d'autres étaient déjà plus réalistes, pensaient qu'il y aurait un 3e et un 4e tutoriel. Mais une chose était commune, le sentiment de désespoir. 3 figurants sont en sécurité, implorant pour rester là jusqu'à la fin du temps. Quelqu'un attrape un figurant avec beaucoup de force et lui dit d'arrêter de pleurnicher, et nous voyons que Tupetinho Lourinho commande cet endroit. Il ordonne aux gens de former l'équipe suivante pour aller chercher des provisions. Ensuite, le lâche Tupetinho Lourinho leur dit de ne pas sortir, qu'il les jettera dehors. Tupetinho Lourinho encourage les gens qui doivent sortir. Il dit que grâce à eux, qui sont restés à l'intérieur, ils vont survivre. Ainsi, il contribue à la survie de ceux qui sont là, et il dit à tout le monde que cet endroit est maintenant devenu le monde du plus fort. Le plus fort gouverne toujours, et il est le plus fort ici. Et ainsi, Tupetinho Lourinho ordonne pour la dernière fois, sortez. Allez, sinon vous allez voir. Mais un figurant dit, attendez, il y a quelqu'un là-bas, seul, venant dans notre direction, hors de la zone de sécurité où il y a beaucoup de vers. Beaucoup disent qu'il doit être fou pour marcher en dehors de la zone sécurisée ainsi. Et le figurant lui dit de faire attention et de regarder sous lui. Et Prota, avec ses sens aiguisés, commence à ressentir une vibration venant du ver mâle. Madame le ver mâle sort toute joyeuse, cherchant à en engouffrer un autre, et Prota est tellement Prota qu'il ne la regarde même pas. Vous voyez? Il continue à marcher. Madame le Viemal arrive à toute vitesse pour avaler Prota, et lui, avec facilité, saute très haut et atterrit avec toute sa force en utilisant le pouvoir du mana dans ses pieds, écrasant le verre en un seul coup, et nous voyons un gaspillage de jus détox. Ne t'inquiète pas mon frère, je vais te prendre un verre de ce jus. Tous ceux qui étaient dans la zone sécurisée sont tombés malades. Et le dessinateur, qui est le dieu de cette œuvre, a décidé de nous donner 5 minutes, donc il ne reste plus 11 secondes, mais 5 minutes. Puis 5 minutes et 12 secondes pour terminer le deuxième tutoriel. Charlie passe devant Tupet Nori et les autres et dit « Peu importe moi, ok? Faites comme si je n'étais pas là. Continuez votre petite discussion » et il passe avec un regard de protagoniste. Et nous voyons que Charlie est très puissant, car ses attributs sont bien plus élevés que les autres. Charlie pense qu'il a juste pris une petite pause pour obtenir la récompense. Cependant, le lâche Tupetinho Lorin crie le nom de Charlie, et Charlie, en voyant cet insignifiant, se rend compte qu'il agit en leader. Et Tupetinho Lorin, comme un chiot, fait semblant d'être un frère ami pour Charlie. Et il demande où était Charlie, car il le cherchait depuis longtemps. Et Lorin commence à faire une scène devant tout le monde, disant qu'il cherchait Charlie. Mais Charlie connaît leur plan, toutes les personnes dans la zone sécurisée commencent à penser que Prota et le lâche Lorin sont de bons amis. À ce moment, beaucoup de gens arrivent dans la zone de sécurité, avec beaucoup de nourriture dans leurs mains, et sont rapidement abordés par beaucoup de gens avec des couteaux, qui leur font tout remettre ce qu'ils ont ramassé. Tubertine Lorin essaie de déguiser et appelle Charlie à l'intérieur pour qu'il ne voit pas ce qui se passe. Et Prota demande au blondinet s'il a forcé tout le monde à obtenir des provisions pour lui. Et Lorin est sous le choc parce que Charlie a compris ce qu'il faisait. Et Lorin dit qu'il a fait ça pour la survie du groupe, donc c'était bien pour tout le monde là. Et Charlie demande s'il l'a fait risquer sa vie, encore une fois, juste pour obtenir le supplément. Lorin ne répond pas, et Charlie dit qu'il y a quelque chose de bizarre à ce sujet, et alors Lorin, énervé, lui dit « Écoute Charlie, dans ce monde actuel, si tu veux survivre, tu dois être lâche, alors je vais être ce lâche. » Et il demande à Charlie s'il pense que les lois et la morale comptent encore ici, que pour survivre ici, il doit être sauvage, égoïste et cruel, c'est l'ordre naturel des choses. Et Lorin commence à rire de Charlie et dit « Alors, Char, tu ne savais pas ça ?» Juste au moment où Charlie va répondre à Lorin, il parle. Le chrono du deuxième tutoriel est remis à 0 et toutes les personnes dans la zone de sécurité sont punies. On leur retire 500 points et tous les objets de leur inventaire sont aussi déduits. Si une personne meurt, l'objet de son inventaire sera supprimé et tous les objets du désespoir apparaissent dans son inventaire. L'inventeur accumule tout ce qu'il a collecté, qui est alors déduit et disparaît soudainement. Charles Farlow a parlé de Tupac et Tumorim, si c'est comme ça qu'il veut vivre, comme un sauvage, qu'il en soit ainsi. Il ne va pas s'en mêler. Maintenant, c'est sûr. Maintenant, je ne vais pas me joindre à toi et je ne te dirai pas ce que tu dois faire. Tu prends tes propres décisions, mais il y a une chose que tu ne dois jamais faire.
En aucun cas ne franchis la ligne. Peu importe ce qu'il se passe, tu ne peux pas franchir la ligne. Et Pétrolin reste perplexe sur quelle ligne Krotos parle. Et quel excellent tutoriel, n'est-ce pas? Dès que le temps s'épuise, et dans 72 heures, le portail s'active, et à ce moment-là, un portail vert apparaît. Ce portail est proche de la zone sécurisée, mais il y a d'innombrables bêtes autour de lui. Tout le monde est découragé, car de nouveaux monstres apparaissent devant eux, et ils ne savent pas quand cela s'arrêtera. Et ça, je vous l'ai laissé lire, parce qu'un figurant a dit « Mais la zone sécurisée est sûre, non ?» Et j'ai laissé la réponse pour que vous la lisiez. Et certains disent « Alors c'est comme ça, hein, c'est comme un jeu. Tuer des monstres et collecter des essences. » Donc Tupétigno l'orignol le connard a déjà une grande idée. Bien sûr qu'il ne va pas collecter 5 essences tout seul. Il regarde la foule et dit « Vous avez entendu, n'est-ce pas? Alors, vous savez quoi faire. Allez chercher des essences pour moi. » Et nous voyons. Plusieurs essences tombent. Et nous voyons que ce sont les essences du Prota. Le Prota a un total de 132 essences. Et il se débarrasse de son ancien sac. Le Zera est devenu trop petit pour tant d'essences. Le Prota équipe un sac encore plus grand qui peut contenir beaucoup plus d'essence. En regardant les bêtes, il sait que maintenant, c'est le moment de récolter. Allez, récoltons. Là, Monsieur Rat est aussi là. Charlie a un objectif, il vise 1000 essences. Alors, c'est ça, récolter, 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 jusqu'à mourir. Charlie, regardant toutes ces bêtes devant lui, commence à rassembler de la magie dans sa main, parce que c'est aussi sa mana. Et nous avons déjà vu cela avant. Il lance une explosion de mana avec des dizaines de bêtes devant lui. Et on nous dit que la compétence de maître de mana a augmenté de 0,5%. Il sait qu'il a eu beaucoup de chance dans le deuxième tutoriel. C'est pourquoi il a pu rassembler 182 essences de mana, mais pour son objectif, il en veut encore plus, et l'explosion de mana dans sa main est ce qu'il désire le plus. Il a dû utiliser toute sa mana dans ce processus, mais il sait une chose qui sera très utile. S'il augmente ses attributs et sa maîtrise de la mana, cette explosion de mana deviendra très utile. Charles est épuisé car cette explosion a totalement épuisé sa mana. Mais il y a une bonne chose, elle a été utile aussi. Il a tué tous les monstres qui étaient devant lui. Charles commence à ramasser les essences de mana au sol et explique qu'utiliser l'explosion de mana est une norme pour mesurer son contrôle de la mana. Les rats qui n'étaient pas face à l'explosion de mana tremblent de peur car la mort est passée devant eux et ils ne pouvaient rien faire. Même le Prota le remarque car ce ne sont pas seulement les rats qui ont peur, tous les animaux survivants sont terrifiés par le Prota. Donc le Prota revient aux bases, sort son grand couteau et s'apprête à trancher. Charles, qui ne compte pas perdre son temps, imprègne son arme de pouvoir arcanique et le temps passe. Et voilà, c'est le dernier jour du tutoriel et nous voyons 3 éclopés déambuler seuls dans la station de métro. Ils ont très peur car cet endroit est très étrange et un éclopé du nom de Julio dit à un autre éclopé que lorsqu'ils ont commencé le 3e tutoriel, ils étaient 1400 personnes, mais il ne restait que 400 et c'est pour cela qu'ils doivent se cacher. Et l'autre éclopé, Kang Seong-chan, que nous appelons Sébastien, acquiesce simplement. En avançant davantage, à la station de Hongdae, il se demande si cet endroit a toujours été aussi grand. On nous présente la 3e membre, elle s'appelle Lin Junhong, mais nous l'appellerons Julia. Et Julia attire l'attention du groupe et dit « Hé les gars, vous voyez ça ?» Elle leur montre au fond. Il y a un magasin de proximité et ils sont très contents, car grâce à Dieu, ils vont pouvoir remplir leur inventaire de nourriture. Et Junho, qui a déjà changé de couleur de chemise, part en avant, car il a très faim et désire vraiment manger des nouilles. Sébastien, très heureux, dit qu'ils ne pourront pas manger de nouilles, car ils n'auront pas d'eau pour les chauffer. Et il, très souriant, ajoute très effrayée, se demande s'ils peuvent vaincre autant de monstres en une fois. Elle réfléchit à tout ce qu'elle a tenté pour survivre, et même si elle a augmenté son niveau, elle a tellement faim. Avec beaucoup d'efforts, il réussit enfin à se débarrasser de ce rat. Pendant ce temps, Sébastien a beaucoup de mal, parce qu'il y a un zombie mâle qui lui suce le bras. Julio se distrait en regardant son ami, sachant qu'à ce rythme, ils mourraient tous les deux ici, et elle voulait tant survivre. Et le cousin du rat voit une ouverture et fonce sur Julia, qui est déjà en plein désespoir, consciente qu'elle ne survivra pas à tout ça. Tout à coup, Julia est couverte de Fantaoula. Et le cousin du rat meurt instantanément. Julia, couverte de Fantaoula, ne sait pas ce qui s'est passé, elle sait juste que quelque chose a touché le rat et l'a tué sur le coup. Elle commence à regarder autour, essayant de voir où il est mort. Après avoir vu qui a lancé ce Fantaoula sur le rat, nous entendons une voix derrière, dans un endroit bien sombre. Et vous êtes vraiment bruyant, j'étais en train de dormir. Vous m'avez réveillé, maintenant que je suis réveillé, je suis vraiment en colère, et nous voyons que c'est Prota qui a les yeux de singe, je ne l'ai pas dit, hein, mais ses yeux de singe sont vraiment abusés. Et l'abonné Charles da Silva Sevilla, qui est notre personnage principal, Prota, tient l'autre boîte de Fantaoula, avec beaucoup de rage dans les yeux. Julia, en voyant Prota, réalise que des niveaux et des attributs existent réellement, les choses que Prota a faites sont tout simplement absurdes, et elle regarde Prota. Et elle voit qu'il se prépare à lancer une autre petite boîte, et elle réalise à quel point Charlie est incroyable, car il a tué le monstre juste avec une petite boîte, et Prota lance la 2e boîte de Fantaoula sur la tête du zombie, la décapitant avec une boîte, et le Fantaoula vole dans tous les sens. Qui a soif peut encore courir pour attraper un peu de Fantaoula avant que ça ne tombe par terre. Prota ne joue pas le jeu, sort son arme et commence à canaliser. La pression qu'il exerce déforme même le sol sous lui, et Prota avance à une telle vitesse qu'il est même possible de voir son image résiduelle sur une créature alors qu'il est déjà près de l'autre. Mais Prota montre qu'il est redoutable et arrête d'utiliser son arme, et décide d'utiliser une petite bourrade sacrée, et donne un petit coup sacré à la tête de l'araignée, la décapitant instantanément, et ensuite il transforme la 2e araignée en sucre détox et ouvre un trou dans le sol. Lorsque la première araignée tombe au sol, la 2e était déjà morte, et Julia et Sébastien sont paralysés, incrédules face à ce qu'ils viennent de voir. Ce n'est qu'à ce moment-là que Prota s'arrête pour respirer, car il a fait tout cela. Et maintenant que tous les monstres sont morts, Prota regarde le duo en face de lui. Sébastien le remercie, disant merci beaucoup, et Julia le remercie, disant qu'il l'a sauvé. Soudainement, Sébastien, qui avait été mordu,
commence à sentir les effets de la morsure du zombie et ressent une douleur très intense. Il s'agenouille par terre et Julia essaie de l'aider et Prota met la main sur son inventaire pour prendre quelque chose. Il sort une sorte de pommade miraculeuse et la jette dans leur direction, la remettant à Julia. Il lui dit de la frotter sur sa blessure, car cela va être très efficace. Ensuite, Prota demande combien de vitalité il a et Sébastien répond environ 17. Prota plaisante avec Julia. Prota, en plaisantant avec lui, dit qu'au moins il ne va pas mourir, même s'il pourrait ne pas réussir à lancer le bras, et il fait cette tête de mort-vivant. Julia dit à Sébastien de faire vite pour voir s'il peut être sauvé et ne pas se transformer en zombie. Prota, qui vient de faire du codage, réfléchit qu'il a dû dormir environ 6 heures. La fatigue est partie, mais il voulait dormir encore un peu. Et il se souvient que depuis le début du tutoriel, il y a 4 jours, il n'a pas encore dormi. Alors, ses siestes de 6 heures ont été les bienvenues. Prota se souvient qu'il doit faire une ronde. Le Prota se souvient d'une poudre inodore qui fait disparaître son odeur pour que les bêtes ne l'attaquent pas. C'est pour ça, et uniquement pour ça, qu'il a pu dormir sans être dérangé. Alors, puisqu'il a dormi, puisqu'il s'est réveillé, allons-y, reformons le groupe, non? Et en regardant le duo que j'avais dérangé pendant leur sieste, il leur tourne simplement le dos et s'en va. Laisse-moi voir. C'est le 2e niveau, et là-bas, c'est encore plus désert. Le 2e niveau est l'entrée du donjon, c'est là que le Prota chasse. Pourquoi sont-ils venus ici en bas, sachant que c'est dangereux? Et Julia dit à Charles qu'il ne sait probablement pas ce qui se passe en haut. Mais là-haut, tout a changé. Ils ont créé plusieurs groupes, et certains groupes ont commencé à s'entretuer, et là-haut, c'est le chaos total. Et elle conclut avec la mort. Elle finit en disant que là-haut c'est pratiquement l'enfer, car tout le monde essaie de prendre l'essence des autres. Et Charles, se dirigeant vers les profondeurs du donjon, conclut qu'ils ont été attaqués, et c'est pourquoi ils ont fui ici, et Julia dit qu'ils ont été attaqués. Il dit que oui, et Sébastien dit que cet endroit est si dangereux qu'ils n'ont pas hésité à le suivre. Et Charlie, appréciant encore plus le moment, leur demande « Mais vous n'avez pas failli mourir, vous aussi ?» Et Julie dit que ça valait le coup, car au final ils ont survécu, et elle dit que c'est grâce à lui. Elle n'avait même pas fini de parler quand elle entendit des bruits étranges venant du fond du donjon. Et Sébastien, effrayé, « Quels sont ces bruits ?» Charlie regarde en arrière et dit « Grâce à moi ? Comment ça ? Il n'y a aucune garantie que je ne vais pas vous tuer et prendre vos essences, vous savez ? C'est seulement maintenant qu'ils ont commencé à réfléchir. » Eh bien, après avoir sauvé leur vie, ils ont perdu toute leur peur, et si on compare les gens d'en haut et les monstres d'en bas, le Prota est de loin le plus dangereux de tous. Et Sébastien, encore tremblant, dit au Prota qu'il a probablement déjà collecté toutes les essences dont il avait besoin. Alors il pense que le Prota n'a pas de raison de le tuer, et Charlie continue d'insister avec son épée à la main. Il dit « Et si je décide que je vais collecter plus d'essence ?» Sébastien dit « Ça ne fait rien, même dans ce cas, je pense que tu ne nous tueras pas. » Charlie dit « Même s'il ne tue pas les deux par lui-même, ils finiront certainement par mourir, et il dit qu'il n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi. » Yolenia frissonne de peur, mais elle trouve tout ça très étrange. S'il veut les tuer, alors pourquoi explique-t-il tout ce qui pourrait arriver? C'est une chose étrange que je ne comprends pas. Et puis elle saisit ce qu'il veut dire. Elle dit au Prota « Alors, qu'est-ce que tu veux de nous ?» Et Charlie commence à regretter. Charlie dit qu'il promet que ce ne sera pas une mauvaise proposition. Tant que vous ferez du bon travail, je partagerai même l'essence avec vous. Et les deux, morts de peur, ont l'air stupéfaits, car ils ne s'y attendaient pas. Alors allons chasser les monstres. Duna, le serpent venimeux, apparaît en scène, très en colère, affamé et voulant manger quelqu'un. Et le serpent veut manger Sébastien, et Sébastien court pour sauver sa vie aussi vite qu'il le peut. Et il est en train de penser que Jarl disait que cette proposition ne serait pas mauvaise, mais il se sent horrible parce qu'il est sur le point de mourir. Il se souvient que Jarl a demandé si ses jambes allaient bien, et il répondait que oui, mais en fait, elles ne vont pas. Jarl ne savait pas pourquoi, mais maintenant il comprend. Et Jarl dit qu'il doit juste courir, alors il court, et Sébastien est là, courant et criant au secours. Voilà le serpent. Jarl a couru si vite qu'il semblait être catapulté devant le serpent, et il enfonce son couteau avec force dans son ventre. Ça lui laisse un large sourire au moment de mourir. Après cela, il tombe sur le serpent et s'élance en avant pour continuer l'attaque sur le lézard terrestre qui vient juste derrière. Jarl, avec grande habileté et maîtrise, donne un seul coup au lézard et le tue instantanément, lui tranchant la tête. Sébastien, tu es très bon. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Sébastien remet les 5 essences à Charlie, et il pense que la vitesse à laquelle ils attirent le monstre est moindre que la vitesse de chasse de Charlie. Et il se demande ce que Charlie fera de tant d'essence, sachant qu'il en a plus de 50. Et ensuite, Sébastien dit que Jules est un peu en retard, et Charlie dit qu'il suffit d'attendre, elle sera bientôt de retour. Ensuite, Sébastien le surprend et lui demande ce qu'il va faire. Il dit aussi à Charlie qu'avec la vitesse à laquelle il chasse, il pensait qu'il monterait de niveau beaucoup plus vite que lui. Et Charlie dit juste que maintenant, il a un peu ralenti, il ne monte pas si vite que ça. Charlie dit qu'il devra attendre le prochain tutoriel pour vraiment monter de niveau. Et Sébastien est perplexe en pensant combien le niveau de Charlie est élevé, car les divers monstres de cet endroit ne lui donnent presque pas d'XP. Ensuite, Charlie dit à Sébastien que les niveaux sont des informations personnelles. Donc il dit à Sébastien de ne pas demander le niveau des autres, et si on lui demande, de ne pas répondre. Charlie dit que c'est pareil pour les attributs, de ne rien dire, et Sébastien est intrigué. Mais tu n'avais pas demandé quel était mon niveau de vitalité? Charlie dit, c'est vrai, je n'aurais pas dû demander. J'aurais dû laisser ton bras pourrir et tomber, et Sébastien répond rapidement qu'il va s'en souvenir, ne pas poser de questions sur les niveaux au proprio. Charlie donne un conseil à Sébastien, il lui dit que pendant qu'il attire des monstres, qu'il chasse quelques monstres pour lui-même, et il dit que Sébastien doit se soucier de monter de niveau, et aussi de s'améliorer, et soudain, il entend la voix de Julia criant « Oh Charlie, je suis arrivé, laisse tomber belle-mère, beau-frère ».
Et tout autour d'elle, tout est chaotique. Sébastien a presque un coup de panique, car il sait que quand Julia arrive, c'est son tour de partir, et on peut voir qu'il lui fait entièrement confiance, car il ne s'inquiète même pas pour Julia. À ce moment-là, Charlie regarde derrière et voit que tous les monstres féroces sont là, et cette scène souterraine est ce qu'il pense. C'est très bien, car on les voit en dessous, et Charlie avance à toute vitesse contre les créatures, et Julia fait tout son possible pour se sauver. Sébastien décide également de passer à l'offensive, et il frappe avec force la belle-mère, la tuant instantanément et montant de niveau. Julia demande si le niveau de Sébastien a augmenté, et il dit que oui. Julia dit que oui, puis elle demande pour elle-même. Elle dit que son niveau a aussi augmenté. Peu de temps après, tous les monstres sont morts, et Sébastien ramasse la dernière essence par terre. Charlie demande si tout va bien avec eux, et il répond que oui, il a fini de tout ramasser et tout va bien. Sébastien demande s'il peut garder cette essence qui est par terre. Charlie dit qu'il peut, car c'est lui qui a tué ce monstre. Et après cela, il donne une autre essence à Julia. Il dit qu'avec cela, Sébastien et Julia pourront se sauver. Julia a 50 essences chacun, et Julia dit que oui, elle est très reconnaissante, car il n'avait que 20 essences avant. Et maintenant, avec la vitesse de collecte pendant le prologue, ils ont réussi à rassembler le reste très rapidement. Et elle remercie encore une fois Proto de les avoir aidés. Il les remercie également, car grâce à eux deux, son efficacité de chasse a augmenté de 50%, et il pense qu'il a collecté beaucoup plus d'essence que prévu. Après cela, Charlie regarde l'heure et voit qu'il est presque temps que le portail s'ouvre, alors il appelle le duo pour qu'ils sortent, car il veut être dehors quand ce portail s'ouvrira, et ils sont très heureux, car ils vont enfin retourner là-haut et quitter cette merde de monstre. Et Julia demande si dehors ça va être aussi chaotique qu'avant. Charles est très terre à terre et dit qu'il paraît que ça a empiré, car après tout, il retourne dehors. Mais ce n'est pas encore la fin du 3e tutoriel, alors ça doit être la guerre totale dehors. Et Sébastien s'inquiète pour toutes les personnes dehors, car il y a beaucoup de bonnes personnes, malgré une immensité de mauvaises. La scène change vers le portail au sol. Et il y a aussi écrit sur le portail 0/50, c'est-à-dire qu'il faut payer un péage de 50 essences pour que le portail téléporte une personne dehors. Et beaucoup ici sont impatients d'entrer dans le portail et d'avancer. Un figurant vérifie ses essences et voit qu'il en a 45. Il lui en manque 5 pour réussir son défi. Au portail 50, il remarque que tout le monde cache ses essences, ainsi que ses armes, et discute avec des inconnus. Un figurant chauve dit que le taux de chute des essences est très bas, et il dit que ce type ne semble pas nous surveiller. Et il dit que bien sûr, il nous surveille. Regarde. Il vient vers nous, il y a quelque chose qui se passe. Voyons voir ce qu'il va dire. Et le chauve remarque que Tupette et Laurin viennent vers lui. Alors il y a quelque chose qui arrive. Et Laurin arrive très poli et dit « Ça fait longtemps, comment ça va vous deux? Comment se sont passés ces jours pour vous ?» Et l'ami du chauve répond sèchement à Laurin qu'ils ne sont pas amis pour discuter de ce genre de choses, qu'ils n'ont pas besoin de partager des relations si chaleureuses. Et Laurin commence à rire, dit qu'il est très orgueilleux, même en sachant ce qui va arriver. Laurin commence à intimider l'ami du chauve en disant qu'il sait déjà ça va être difficile de sortir de là en tuant les autres et en s'échappant par le portail. Le figurant demande à Pétigno Lourigno combien de d'essence il a besoin. Et Lourigno dit qu'il a beaucoup de bouches à nourrir. Il regarde son ami chauve et dit qu'il a besoin de 700. Le gars est choqué parce qu'il pensait d'avoir bien entendu, mais 700, ça fait peur. Il est très en colère parce que tout son groupe n'a que 300 d'essence et ce foutu Lourigno demande 700. Il sait que cette demande est ridicule, alors la confrontation est inévitable. Lourigno commence à être gentil et dit « Écoute, je vais baisser pour toi, donne-moi 400 et tu peux partir en paix et nous nous débrouillerons pour le reste. » En regardant ce foutu Lourigno, il imagine que ça va être l'enfer, car s'il refuse, ce sera comme une déclaration de guerre. Et l'ami du chauve sait que dans son groupe ils sont 20 et dans celui de Lourigno ils sont 3. Et dans le groupe de Lourigno, il y a 50 hommes. L'ami du chauve se demande où il va trouver 400 essences, et d'un coup il pense à la solution. Il dit qu'il préfère se battre, mais à ce moment précis, quelqu'un casse toute cette atmosphère dramatique. Excusez-moi, je passe. Excusez-moi, laissez passer. Pardon, laissez passer. C'est Julio et Sébastien. Les deux demandent à passer au milieu de tout le monde. Et Lourigno regarde en arrière pour voir ce qui se passe. Sébastien, quelle honte. Julio et Lourigno reconnaissent ce grand FTP tout de suite, mais derrière Sebastião arrive le redoutable, Charlie da Silva et Zevedo, ou le redoutable. Ils passent tout le monde, jettent la boîte par terre, et tout le monde est intrigué de savoir ce qu'il y a dedans. Lourigno, faisant semblant d'être ami avec Charlie, lui demande où il était passé. Charlie, sans même lever la tête, répond qu'il avait des choses à faire, c'est tout. Et Lourigno lui demande s'il a réussi à réunir toutes les essences, et Charlie dit bien sûr. À ce moment-là, Charlie sort sa pochette dimensionnelle et commence à verser beaucoup d'essence magique, et tout le monde est bouche bée de voir autant d'essence au même endroit. Il trouve cela fou. Quelqu'un dans la foule demande combien d'essence il a, et un autre dit qu'il doit y avoir au moins 1000 dans cette boîte. Et Pétigno Lourigno pense que c'est un salaud. Comment a-t-il réussi à rassembler autant d'essence? Et Lourigno commence à rassembler son courage parce qu'il a beaucoup d'hommes ici, alors il va rassembler son courage. Alors il sait qu'il peut facilement tuer Prota et prendre toutes ses essences. Il sait qu'au total, il a 50 hommes avec lui, et Lourigno réfléchit que peu importe à quel point le charge est fort, il ne pourra pas faire face à eux tous en même temps. Et Prota, qui n'a pas encore levé la tête, dit ainsi, et Lourigno, tous regardez bien le sol, et Lourigno ne comprend pas quel sol, il regarde et voit qu'il y a une machine là-bas.
100 points c'est trop cher, 100 points c'est trop cher, dit l'un d'eux, et un autre dit que le magasin ne vend pas d'essence, alors ils ne peuvent les acheter qu'avec Prota. Et le blondinet, sortant son couteau, dit ah oui, vraiment? Il pointe son couteau vers le protagoniste et dit tu es un égoïste de censuré. Tu pourrais sauver des centaines de personnes si tu lui donnais l'essence, et maintenant tu veux les vendre? Ça doit être une blague. Le blondinet, plein de suffisance, pointe son couteau vers Charlie et dit et si on n'a pas d'argent, tu vas faire quoi? Et le costaud fixe le blondinet. Et le blondinet et vendre un attribut, je ne savais même pas ça, le blondinet est plein de haine dans son cœur et prêt à faire des bêtises. Et maintenant, il commence à diffamer Charlie, en disant qu'il est un enfoiré. Il a sûrement obtenu tout ça en tuant et en volant d'autres joueurs. Et maintenant, il veut évaluer tout ça par l'argent, et le blondinet demande à Charlie s'il pense que les gens vont accepter ça. Et Charlie le regarde et dit, et si j'ai volé, qu'est-ce que tu vas faire, Julia? Julia, qui est très maligne, qui est derrière Charlie, commence à crier sur le blondinet. Comment peut-il accuser quelqu'un de voler s'il a volé son groupe et tuer tout le monde? Elle crie encore plus fort, disant que le blondinet a tué tous ses amis. Elle lui demande s'il a la moindre idée, jusqu'où elle a dû aller à cause du blondinet. Pour lui échapper et échapper à ses hommes de main, et Sébastien dit que ce n'est pas du tout comme il le raconte, car ils ont été avec Charlie tout le temps, et il n'a rien volé à personne. Sébastien dit qu'il semble que le blondinet a lâché un vent et qu'il est en train de pointer le verre sur le blondinet. Le voleur, et il dit que personne ici ne connaît Charlie. Et le blondinet, plein de suffisance, devient encore plus furieux et commence à l'insulter, avec un grand éclat de dire ma merde. Il menace les trois et dit, et alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous deux là-bas, vous pensez être en sécurité à vous cacher derrière Charlie, tous sortent leurs armes et se préparent pour le combat. Le blondinet, très en colère, ordonne à tout le monde de foncer sur Charlie et les deux autres, et de les tuer immédiatement. Et les figurants, pleins de rage, foncent à toute vitesse sur Charlie. Soudain, Charlie décapite deux gars d'un seul coup, car ils ont franchi la ligne sans demander permission, et il regarde le reste et dit « Ah, vous avez franchi la ligne, hein? La ligne? Vous avez franchi la ligne? Non, vous ne pouvez pas franchir la ligne sans permission. » Les deux qui étaient devant tombent à terre, et le reste subit ce premier choc, car ils n'ont même pas vu comment il a fait ça. Parce que c'était très rapide, et maintenant, le blondinet commence à penser à la ligne dont le protagoniste avait parlé. Il se souvient que le protagoniste a dit que quoi qu'il arrive, il ne doit pas franchir la ligne. Et Charlie commence calmement à parler à tout le monde. Écoutez, mon offre tient toujours. Tant que vous pouvez payer, je vous vends des essences, et tous les acheteurs ne pourront entrer dans le cirque qu'après avoir demandé permission. C'est la dernière fois que je le dis. Et Charlie, sans lever la tête, dit que vous achetez ou non. Le choix est à vous. Je ne vais forcer personne. Mais si quelqu'un franchit cette ligne, encore une fois avec d'autres intentions, je ne pardonnerai personne. Et alors le costaud lève la tête, les regarde bien en face et dit « Je vais tuer tout le monde si vous franchissez cette ligne avec d'autres intentions. » Et ainsi, le protagoniste utilise son épée basique Arcane. Le blondinet, qui a encore 48 hommes, est très en colère parce que Charlie a dit et dit. Et Lorigno, qui est très lâche, commence à trembler, car ce qu'il voit est impossible. Il n'est pas possible pour une personne d'être aussi forte et de se déplacer aussi rapidement. Et nous voyons que la mèche de Lorigno est toujours au niveau 1, car il est resté tout le temps dans la zone sûre, sans chasser aucune créature. Il commence à réfléchir, réalisant qu'il a oublié dans quel monde il se trouve. C'est le monde des plus forts, et Prota est certainement plus fort que lui. Alors, avec tout le courage qu'il a, il se prépare à fuir, car il sait qu'il n'a pas encore franchi la ligne. Il se dit que Charlie est un homme honorable, et Charlie dit que seules les personnes qui ont franchi la ligne mourront. Donc il va réussir, il va survivre et être sauvé. Il va faire demi-tour, il ne va pas franchir la ligne. Et Charlie parle. Lorigno, espèce de censuré. Tu pensais que tu serais sauvé? Si tu restes là sans bouger, si tu franchis cette ligne avec une autre invention, avec l'intention de me tuer, bien sûr que je viendrai après toi. Et Charlie, avec un beau sourire sur le visage, dit « J'ai mémorisé le visage de vous tous, 48, y compris toi, Lorigno. Je vais tous vous tuer. » Et Lorigno se fiche de peur, car si Charlie a mémorisé leur visage, cela signifie que quelque chose va se passer. Il n'a même pas fini de parler, et la tramontina avec le miel lâche. Lorigno, censuré, décapité avec succès. Et ainsi, tous ceux qui ont traversé le cirque, et tous ceux qui ne l'ont pas traversé mais faisaient partie du gang de Lorigno, ont été massacrés. Voilà un bain de sang, le sol couvert de corps. Et Prota, au milieu de tout ce sang, se dirige vers sa boîte d'essence. Et il continue à dire « Quel bazar, hein? Gens pénibles, laissez-moi changer d'endroit. » Il prend sa boîte et marche tranquillement au milieu de la foule. Tout le monde a peur et s'écarte de lui. D'autres groupes qui étaient seulement venus, mais qui sont aussi tous des censurés. Et ça c'était ça, n'a même pas le courage de faire quoi que ce soit. Il reste là, sous le choc, effrayé, car une seule personne a réussi à massacrer 51 personnes, sans être touché et sans difficulté. L'ami du chauve reconnaît la force écrasante d'un seul individu capable de vaincre tout un groupe, et il serre son poing, pensant qu'il s'était adapté à ce monde, mais il s'était clairement trompé. Prota, le brave, était le seul à s'être vraiment adapté, et il desserre son poing et se rend, car il sait qu'il ne peut pas se battre contre Prota. Il dit « Oh, je veux acheter de l'essence. Puis-je m'approcher ?» Et tous ceux de son groupe voient que leur chef ne veut pas se battre contre ce monstre, car la défaite est certaine. Et le chauve demande ce qu'il va faire, puisqu'il n'a pas de points pour acheter de l'essence. L'ami du chauve dit qu'il avait demandé auparavant au serviteur, et le serviteur a dit qu'il achèterait cette arme pour 500 points. Et le chauve dit « Mais même ainsi, on peut essayer quelque chose. » Et l'ami du chauve répond « Son vol, toute l'essence qu'il a en main, il l'a obtenue. Tu penses qu'on a une chance contre lui? Imagine juste, il a 1000 essences. Pour obtenir tout ça, il a au moins dû tuer un de ses amis. Les 12 000 monstres, et le chauve dit « Comment tu sais ça ?» Et l'ami du chauve lui dit que sûrement, pour devenir aussi fort, il a massacré des milliers de monstres. Et en plus, regarde derrière, les corps sont tous là, pleins d'essence, et il n'en a pris aucune, donc il n'a rien volé à personne. C'est donc ainsi qu'il a prouvé que toutes les essences qu'il a obtenues, il ne les a pas volées. Il les a volées et en a profité, et en plus, il avait établi que c'est un commerce équitable. Et Charlie, regardant en arrière, permet à l'ami du chauve de s'approcher, et il dit « Là, donne 5 essences, prends 500 points, ici, combien en veux-tu? J'en veux 7, je ne veux pas 5 maintenant que je m'en souviens. »
Je prends 7. L'ami du chauve reconnaît que les lois et règles de ce monde sont faites par des gens forts comme Charlie. Et ainsi, Prota a obtenu 700 points supplémentaires. Et tous, voyant que Prota a vendu les essences sans rien faire, ont eu le courage d'acheter des essences avec lui aussi. L'ami du chauve, après avoir acheté les essences, se dirige vers le portail et y disparaît. Et ensuite, plusieurs personnes viennent en courant vers Prota. Certains veulent en acheter 10, d'autres en veulent 7, tous veulent acheter des essences. Le secouriste de l'accueil, de l'administrateur, commence à voler tout le monde. Parce qu'il achète tout à prix cassé. Il se régale, achète un article pour 300, un autre pour 200. Et le type se plaint, dit que c'est pas juste, comment il peut acheter cette arme pour 200 quand elle valait 1000 points. Et le petit clown dit que si, c'est juste parce que cette arme est abîmée et ceux qui ont plus rien à vendre, ils vendent des attributs. Et ce clown, un vrai escroc, mériterait d'être éliminé, il achète chaque point d'attribut et s'en va. Et donc, Prota commence à accumuler des points, plein de points, et il regarde le clown tromper tout le monde. Et il voit que tous ces accords qu'il passe sont horribles parce que tout le monde se fait avoir. Certains ont vendu beaucoup d'attributs, et Prota pense que ce serait mieux pour ces personnes de mourir ici, car ces attributs seraient détruits. Il n'a pas l'intention de se faire des compagnons. Et Sébastien dit à Chari qu'il peut les utiliser comme pions, comme il l'avait fait avant, et il en est déjà content. Chari soupire profondément et commence à penser à ce qu'il va lui dire. Il rit et dit, malheureusement c'est ça, vous voulez venir, ça ne va pas être possible, mais j'ai un conseil pour vous, n'attendez rien de personne, sinon vous ne durerez pas longtemps. De plus, il n'y a pas de chemin à suivre. Et Sébastien dit, quoi, tu n'avances pas? Et en leur montrant tout de suite, ils sont choqués. Il dit, non, ce n'est pas possible, arrête ça ici. Regardez, il ne me reste aucune essence, je ne peux pas traverser. Salut à vous. Bon, on s'arrête ici, ceux qui ont aimé, demandez simplement la partie 3 et je l'amènerai. J'ai oublié de demander. Et pourquoi? S'il vous plaît, laissez un like, partagez et donnez votre avis dans les commentaires parce que la